Bonjour à tous, vous regardez Place aux experts sur Carbao TV. Nous sommes sur ce plateau tous des chefs d'entreprise, experts dans nos professions et membres du réseau de chefs d'entreprise Carbao. L'idée de cette émission est simple. Des membres de notre réseau, experts dans leur profession, vont pouvoir partager avec vous sur les quelques dizaines de minutes qui viennent. Lancer ou créer son entreprise est une réelle aventure humaine et souvent on se sent seul pour le faire. Depuis quelques années, le nombre de créations d'entreprises est en hausse. Il est donc nécessaire que nous abordions ce sujet puisque nous sommes tous concernés. Pour éviter quelques situations complexes ou des oublis stratégiques, nos experts vont pouvoir nous donner quelques conseils ou exemples à suivre pour que la réussite de votre projet soit au menu. Nous recevons sur ce plateau Sébastien Besson, membre Carbao Grenoble, expert comptable de son état, associé du groupe SR Conseil, qui mettra son expérience à notre service pendant cette émission. Stéphanie Gérichaud, présidente de Carbao Bourgoin-Jallieu en Isère, dirigeante de Digibat, une agence de com spécialisée pour les entreprises du bâtiment, qui va nous faire comprendre qu'il faut penser à la politique de communication dès le début d'un projet de création. Sabine Villermoz, avocate, membre et vice-présidente de Carbao Sens. Sabine nous emmènera certainement vers le côté juridique de la création d'entreprise et les différents statuts existants. Et enfin, Sylvie Duc, présidente de Carbao Roman, courtière en financement, est là pour nous parler des différentes possibilités de financement professionnel et comment vous accompagner dans vos démarches bancaires. Sébastien, oui. Les jeunes entrepreneurs pensent souvent qu'une micro-entreprise est plus adaptée pour eux. Mais ne serait-ce pas un choix par défaut? Alors oui, effectivement, c'est un statut qui peut proposer un certain nombre d'avantages. Maintenant, il faut garder en tête que c'est un statut qui doit rester transitoire. Effectivement, en termes de simplicité de statut, il est clair que pour créer sa micro-entreprise, c'est très très simple. Les formalités sont très simplifiées. En quelques clics, on peut aujourd'hui créer sa micro-entreprise. Donc, c'est très très simple en allant sur Internet. Il n'y a pas forcément besoin de tenir une comptabilité. Effectivement, il suffit simplement de suivre le chiffre d'affaires, de s'assurer de ne pas dépasser un certain plafond, effectivement, qui nous permet de basculer dans un autre régime. D'accord. Et il suffit de faire une déclaration mensuelle à l'URSSAF. On déclare son chiffre d'affaires et du coup, ça nous permet de payer effectivement nos charges sociales sur la base de ce chiffre d'affaires-là. Donc, c'est vrai que c'est un statut qui est relativement simple. Au-delà de ça, si on dépasse pas un certain seuil au niveau, un plafond, de chiffre d'affaires, on n'est pas assujetti non plus à la TVA. Ouais. Il y a aussi un certain nombre d'abattements qui peuvent être intéressants pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Donc c'est vrai que c'est un statut qui peut s'avérer intéressant au démarrage parce que très très simple, on n'a pas besoin forcément d'être accompagné c'est un bon apprentissage en vue vraiment de basculer sur plus tard peut-être une autre structure plus adaptée lorsque la structure grossit. Donc j'y viens, c'est un statut intéressant certes, maintenant chaque situation est vraiment spécifique, chaque projet de création est spécifique et donc ça mérite d'être analysé vraiment spécifiquement par rapport au projet. Un client par exemple qui a vocation à très très vite dépasser le plafond de chiffre d'affaires, on lui conseillera pas forcément de se lancer pendant 1 an ou 2 ans en micro-entreprise pour ensuite basculer sur un autre régime. Parce que derrière, il y a des conséquences importantes. Il y a des notions notamment de transfert de fonds de commerce qui peuvent être très très compliquées ensuite à gérer. Donc, faut pas se tromper vraiment dès le départ. Ça veut dire que dès que le porteur de projet vient te voir oui. et qu'il a dans la tête peut-être de faire une micro-entreprise, toi tu vas faire son prévisionnel et tu vas voir si il va passer ce seuil de chiffre d'affaires. Par exemple, effectivement, on va analyser tout de suite où est-ce que le dirigeant veut aller. Quelle est sa projection de chiffre d'affaires sur les 2 ou 3 ans à venir, et tout de suite on pourra l'aiguiller sur tiens, c'est plutôt telle structure qui est adaptée à ton projet professionnel plutôt qu'une autre. Il faut faire très attention aussi. Alors ça peut paraître super intéressant au démarrage de la micro-entreprise, mais si au démarrage la structure de la société, les coûts dépassent les fameux abattements de la micro-entreprise, eh bien, il se trouve que c'est pas si intéressant que ça d'être en micro. C'est peut-être plus intéressant d'être au régime réel. Donc voilà, c'est vraiment, il faut analyser ça dans la globalité, spécifiquement au projet, et derrière proposer vraiment le statut le plus adéquat au projet. Il faut pas s'arrêter vraiment à ce statut. Oui, c'est micro-entreprise, c'est facile, je gère, etc.
Au-delà de ça, il faut vraiment savoir qu'il y a aussi un certain nombre de critères qui font qu'un projet n'est pas éligible à la micro-entreprise. Par exemple, il y a des professions réglementées, la mienne par exemple, expert comptable ou avocat, ou dans les professions médicales, on ne peut pas aujourd'hui être en micro-entreprise. Donc voilà, il faut être vraiment vigilant. C'est pour ça que ça nécessite d'être vraiment accompagné au démarrage. Et vous, alors vous faites accompagner par un expert comptable, par un avocat. Et derrière, on analyse vraiment le projet dans sa globalité, projeté sur quelques années. Et ça nous permet de fixer, de cibler d'entrée de jeu le bon statut adapté à la situation du créateur. Justement, Sabine, toi qui es avocate, les statuts d'une société, c'est primordial. Est-ce que tu peux nous expliquer les différents statuts qui existent aujourd'hui et qui sont à la disposition du créateur? Oui. Alors, en fait, donc un créateur d'entreprise a le choix effectivement la micro-entreprise, même si c'est pas toujours évident. Après, on va avoir, pour faire simple, pour les termes d'activité commerciale, hein, parce qu'après il y a les activités civiles, mais au niveau d'une activité commerciale ou artisanale, on va avoir un choix entre un statut de SARL, donc société à responsabilité limitée, la société par action simplifiée, SAS, voire la société anonyme, donc la SA. Entre ces trois statuts, dans toutes les hypothèses, l'associé, entre guillemets, est protégé puisqu'il est engagé financièrement qu'à hauteur de ses apports. Donc là-dessus, il n'y a pas de différence. Après, en réalité, le choix, il va être fonction de plusieurs choses, dont, le nombre d'associés. Voilà, très clairement. Parce que si vous êtes deux, vous pouvez pas faire une SA. La SA, à l'heure actuelle, c'est plutôt réservé aux sociétés qui vont vouloir rentrer en bourse, être cotées. Ouais, c'est déjà les... Voilà, c'est une grosse structure, c'est vraiment une grosse machine. Hein, c'est pas fait pour celui qui commence tout juste son activité, très clairement. Et après, donc, si on élimine les grosses entreprises, on va se retrouver donc avec un choix entre la SAS et la SARL. Entre les deux, alors bon, je parle pas, il y a le URL, il y a la SASU, c'est la même chose, seulement vous êtes tout seul. Voilà. Ouais. Entre EURL, c'est entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, donc c'est la SARL pour un associé unique, et la SASU, c'est la SAS unipersonnelle, donc la même chose, il n'y a qu'un seul associé. Après, le choix entre ces deux statuts, ça va être fonction, vraiment, il y a une analyse de la situation qui doit être faite. Concrètement, parce que entre SARL et SAS, déjà, la grosse différence se fait au niveau des cotisations sociales du dirigeant. Voilà. Dans une SARL, on a un taux de cotisation sociale qui est à peu près de 45% de la rémunération nette, alors que sur une SAS, la rémunération du président, elle est assujettie à hauteur de 82% puisqu'on est assimilé à un salarié. Donc la différence est énorme, ça a un poids réel sur sur l'activité. Après, concrètement, on va aussi faire le choix en fonction de savoir si on est dans un groupe déjà, par exemple. Quand on commence à créer des filiales et ainsi de suite, le statut de la SAS peut être plus adapté parce que sur une SAS, le dirigeant peut être une société, contrairement à une SARL. Donc, ça peut être un atout d'avoir recours à une SAS dans ce cas-là. Donc voilà, c'est vraiment un global. Après, il y a des personnes, vous allez entendre dire, pendant un temps, tout le monde se précipitait sur la SAS. Voilà, c'était le Saint Graal. Maintenant, beaucoup en reviennent parce qu'il y a des cotisations sociales qui sont importantes, parce que au niveau des dividendes sur une SAS, les dividendes sont actuellement assujettis juste à ce qu'on appelle la flat tax. Donc c'est une taxe de 30% qui comprend l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Quand on est en SARL, le montant des cotisations va varier, en tout cas pour le dirigeant, va pas être soumis forcément à ces 30%. Il y a une partie qui peut être soumise aux cotisations sociales, donc à 45%. C'est assez compliqué, mais donc c'est un vrai calcul. Et la SAS, pour ça, à l'heure actuelle, l'État est en train de réfléchir justement pour que les dividendes perçus par le président commencent à être gérés de la même façon que sur une SARL. Donc, ce qui va faire que concrètement, ça va perdre de l'intérêt sur cet aspect-là. D'accord. Et le statut de la SAS, il est intéressant aussi pour la protection du dirigeant, non? Est-ce qu'il peut avoir un statut salarié? Il a un statut, il est assimilé salarié. Il faut savoir que le fait d'être assimilé salarié ne n'ouvre pas pour autant le droit au chômage. D'accord. Ça, c'est un mythe. Hein. Voilà. Au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats autour de la protection sociale du dirigeant, en mettant en avant le fait qu'en SAS, on était mieux protégé qu'en SARL.
il s'avère que c'est pas le cas. Hein, c'est pas automatique. Donc, non, à chaque fois, ça implique aussi aux dirigeants de prendre des contrats pour de la prévoyance complémentaire, etc. Mais c'est une fausse idée que de dire qu'en SAS, on est mieux protégé qu'en SARL. Donc vraiment, voilà, c'est des choses qui se sont dites il y a pas mal d'années. C'est pas du tout vrai. D'accord. Même du côté banque, souvent on me questionne en me disant je suis salarié de ma SAS, donc j'ai un statut salarié, et pense que peut-être ce sera plus facile dans l'obtention d'un prêt de dire je fournis une fiche de paye, et non, l'analyse bancaire se fait sur la société et non pas simplement sur la fiche de paye. Sur le statut du dirigeant. Oui, et puis il faut savoir qu'un gérant de SARL, tous les mois, on peut lui fournir en tant qu'expert comptable, nous, une attestation de rémunération. Et bien souvent, ça suffit aussi pour aller voir la banque, pour souscrire un emprunt personnel. Et puis le banquier regarde aussi l'avis d'imposition de fin d'année, hein, qu'on soit gérant de SARL ou président de SAS, c'est exactement la même chose. Bien, intéressant. On va changer un petit peu de sujet avec Stéphanie, parce qu'une fois qu'on a parlé de tous ces facteurs techniques, le porteur de projet, il va quand même falloir qu'il pense à sa com. Oui. Parce que avant de démarrer son activité, il a besoin quand même de se faire connaître. Alors, avant de démarrer, pendant le démarrage, et puis bien entendu la poursuite de tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au centre de tout ça, on a notre client. Et c'est quand même le client qui va acheter nos produits et nos services. Et bien entendu, qui va nous permettre de vivre de tout ça. Donc, avant de choisir les leviers de communication, il faut toujours quand même savoir à qui on s'adresse. Alors souvent, on entend « mais moi, je m'adresse à tout le monde ». Non, on ne s'adresse pas à tout le monde parce que forcément, on n'adapte pas le même message à toutes les populations. On aura toujours un cœur de cible qu'il faut identifier. Et on va même plus loin, on appelle ça en marketing un persona, c'est comme un portrait robot type. Et il faut arriver à savoir, par exemple, que mon persona pourrait être un homme entre 40 et 50 ans, CSP+, donc avec un certain niveau de revenu, par exemple, qui a des passions, qui aime le sport en montagne, etc., etc. Et plus je connais mon persona, mon portrait robot type, plus je vais savoir comment lui parler. Donc, l'étape avant toute chose, c'est effectivement connaître son client, savoir vraiment à qui je m'adresse, quels sont aussi mes objectifs de communication, c'est-à-dire que bien entendu, on veut développer son chiffre d'affaires, mais on peut avoir d'abord des objectifs de communication, de notoriété, d'image, se faire connaître. Ou alors, pour des sites e-commerce, par exemple, à tout de suite vouloir vendre, effectivement, avoir un panier de commandes plus rempli, etc., etc. Donc, ces étapes sont vraiment importantes. Troisième étape, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie que mon client dise de moi plus tard. Et ça, c'est très important parce que c'est le fil conducteur de tout. C'est-à-dire que ensuite, quand je vais travailler mes outils de communication, c'est de savoir, l'image que je veux transmettre. Si je crée un site Internet, il faut que mon site Internet soit vraiment le reflet de l'image de ton activité et de ton image à toi. On peut avoir, c'est plutôt dans le bâtiment, mais on peut avoir, par exemple, différents plombiers chauffagistes, mais derrière, vous avez des personnes différentes, vous avez peut-être une histoire familiale différente, vous avez une perception des choses, même si le boulot peut être le même à la fin. Ouais. En tout cas, l'histoire que l'on raconte n'est pas la même. Et puis, surtout, pensez à l'épine dans le pied que vous allez bien pouvoir envoyer, en tout cas réparer ou aider votre client. C'est pas de dire, je vends, par exemple, je vends une climatisation dans une voiture, etc. Non, je vends à cette personne la possibilité d'être plus à l'aise dans sa voiture, etc. Donc, pensez toujours aussi aux bénéfices que vous allez pouvoir apporter à vos clients. Donc, si je comprends tout, c'est qu'en fait, tu vas créer le portrait robot du client parfait, mais du coup, tu pourrais être dans le bureau de l'expert comptable quand le porteur de projet, il vient pour la première fois le voir, parce que ça va aider aussi au business plan. Exactement. En fait, c'est vrai que c'est énormément de choses qui tournent autour de la création d'entreprise et pas que seulement des chiffres. Effectivement, derrière, le point numéro 1, ce qui est plus important, c'est pour le dirigeant de se projeter, de projeter son activité et de se dire, voilà, je suis là aujourd'hui, qu'est-ce que je veux créer, quel est le business que je veux vraiment développer. Et effectivement, derrière cela, on va imaginer les différentes étapes. Alors, il y aura l'aspect financier, mais
il doit également se poser des questions sur, comme tu le disais, sur c'est quoi l'image que moi je veux refléter auprès de mes clients. Qu'est-ce que je vends finalement? Je vends pas une clim, je vends quelque chose d'autre, vraiment une valeur ajoutée pour mon client. Et de cette manière-là, il doit se poser des questions sur tous les pans de son activité. Voilà. Super. Bon, ben, on a trouvé une synergie entre vous. Et donc, mais avec il y en grand a, c'est plaisir, sûr. avec grand plaisir pour t'avoir avec les porteurs de projet la prochaine fois que vous. Et ben du coup, quand le porteur de projet il est passé dans votre machine à laver, hein, il va falloir financer tout ça. Et là, on a besoin aussi de professionnels. Et je me tourne vers Sylvie. Qu'est-ce qu'il est nécessaire avant d'aller voir les banques pour un porteur de projet de faire et d'avoir? Alors là, on parlait effectivement de synergie entre nos métiers. Il y a une vraie adéquation entre le porteur de projet et le projet. Quand on arrive en banque, il ne s'agit pas simplement de parler de plan de financement un petit peu brut de décoffrage comme ça, parce que finalement, ça voudrait rien dire. À la base, quand on arrive en banque, la question du banquier, c'est déjà de connaître l'humain, de savoir l'origine du projet, pourquoi le projet en arrive là aujourd'hui, comment il a été travaillé. Et après, l'intervention de chacun fait qu'on pose des chiffres pour pouvoir ensuite sortir un plan de financement. Le porteur de projet doit prévoir forcément un prévisionnel, et en fonction de ce prévisionnel, on va adapter des solutions de financement. Le projet se construit comme ça. Voilà. Et les solutions de financement, effectivement, vont se faire en fonction du besoin le fonds de roulement dont a besoin l'entreprise, en fonction de la trésorerie de l'entreprise, et surtout en fonction de ce prévisionnel. Ouais, des locaux. Et qu'est-ce qu'il existe alors comme solution? Il y a les banques, mais il y a peut-être pas que les banques. Alors, principalement les banques. Après, quand le client est conseillé au fur et à mesure de l'avancement par un avocat, par un comptable, il y a différents organismes qui peuvent effectivement aider pour l'obtention de subventions, pour l'obtention de prêts d'honneur qui peuvent aller de 10 à 50 000 euros, toutes sortes de subventions qui peuvent venir de la région, de l'ADI, je disais de la chambre de commerce, qui peuvent constituer des compléments de financement ou des apports personnels au projet. Ça permet aussi de soutenir les projets et de les solvabiliser surtout. Et après, la partie financement va se faire en fonction, on peut faire des financements de 5 ans, 7 ans ou 15 ans en fonction de ce que vous avez besoin de financer. D'accord. Et toi, quand ces futurs chefs d'entreprise viennent te voir, tu répertories un petit peu toutes les aides qu'ils pourraient avoir, ou c'est peut-être l'expert comptable, l'avocat qui amène ça sur le tapis? Alors, ça se fait souvent en amont. C'est-à-dire que on travaille en 2 étapes. Il y a une première étape où le client arrive tôt et c'est plus ou moins une solvabilité par rapport au projet, où on peut dire effectivement, je suis sur la bonne voie, je suis sur la bonne route pour obtenir un financement, puisque ça va de pair. En fait, j'arrive à la fin, mais en même temps, au début, le créateur d'entreprise a besoin d'être rassuré sur la solvabilité financière du projet. Ensuite, le porteur de projet va questionner toutes les personnes qui sont autour de la table et les différents organismes pour savoir effectivement si financièrement c'est viable ou pas. D'accord. Et le plan de financement arrive en toute fin du projet pour financer la création d'entreprise. D'accord. Donc, une fois qu'on a parlé de tout ça, on peut estimer que le porteur de projet, il est dans le concret et qu'il a peut-être besoin de locaux professionnels ou de choses comme ça. Sabine, à ce sujet-là, tu as peut-être des conseils à nous donner. Il faut peut-être être assez regardant sur si c'est une location, sur les bails commerciaux. Et est-ce que ça se fait, à quel moment on prête attention à ça? Avant de passer au financement ou juste après? Non, j'irai avant de passer au financement. Parce que déjà, alors il y a 2 possibilités. Soit le porteur de projet crée complètement son activité et en fait, la plupart du temps, du coup, il va contracter un bail commercial. Soit il reprend une activité et là, c'est une cession de fonds de commerce qui va s'opérer ou voir une cession de titres. Ça dépend de ce qui se passe exactement. Mais dans ces 3 hypothèses-là, le porteur de projet a tout intérêt à se faire accompagner dès le départ pour prendre conscience effectivement de l'implication financière que peut avoir son projet. Pourquoi je dis ça? Parce que dans un bail commercial, notamment,
en fait, il faut prendre conscience que le code de commerce donne des règles, certes, mais elles sont très limitées. Et tout ce qui est charge, donc la taxe foncière, je sais pas moi, le ravalement de la façade et ainsi de suite, tout ça, c'est négocié avec le bailleur. Donc, concrètement, un locataire qui ne se fait pas, un porteur de projet qui ne se fait pas accompagner, la plupart du temps, ne va même pas lire le document, va signer en pensant qu'il est protégé, parce que il a ses réflexes de locataire à titre personnel, la location d'habitation, et en réalité, il ne le sera pas du tout. Seulement derrière, si tous les ans, en fait, il s'est engagé à faire le ravalement de la façade, ça a un coût. Et ça doit être pris en compte dans le cadre du plan de financement. Oui, puis on est dans l'euphorie de la création et il y a des choses qu'on va zapper. On se rend pas compte. Et c'est la même chose quand on fait une session de fonds de commerce. Je veux dire, moi, j'ai vu le cas. Ils achètent un fonds de commerce, ils ne se font pas assister, ils prennent un notaire comme rédacteur unique, voilà, et ils signent un bail commercial. Ils savaient que le local n'était pas du tout aux normes en termes d'électricité, qu'il y avait tout un tas de difficultés, mais ils pensaient que tout ça, ça allait être pris en charge par le bailleur. Ils faisaient des courses absolument pas, ça a doublé le prix du fonds de commerce. Et donc là, après, ils pleurent, quoi, en fait. La réalité, c'est ça, parce qu'ils se retrouvent avec des travaux, ils n'ont pas le financement qui va. Donc derrière, il faut retourner voir le banquier. Il faut arriver à obtenir ce financement alors qu'ils viennent d'ouvrir, c'est pas forcément une évidence. Ouais. Donc concrètement, c'est effectivement avant de signer qu'il faut aller voir un avocat ou en tout cas un professionnel du droit pour se faire assister. Il faut pas penser qu'on est protégé. C'est le problème. On n'est plus un particulier. En tant que professionnel, il y a beaucoup de négociations à mener. D'accord. Puis elles se font souvent en parallèle entre les différents organismes. Si on parle du côté banque, effectivement, il y a l'aspect juridique de dire je fais les choses correctement, mais il y a l'aspect banque où il y a ce que veut bien financer le banquier et les différentes solutions qu'a le client pour financer ses murs, en l'occurrence, si on parle des murs. C'est ça. Et puis après, moi, ce que je vois aussi, c'est que par exemple, sur une session de fonds de commerce, beaucoup acceptent de ne pas signer de promesse et d'aller directement à la session en direct. La réalité, c'est que si vous avez une promesse, votre dossier passera beaucoup mieux auprès d'un banquier que si vous allez directement à la session. Parce qu'il a un acte qui lui dit, voilà ce que j'achète, combien je l'achète, à quelles conditions je l'achète. Et ça ouvre des portes. Un banquier, je le vois. Donc, en fait, je sais que la personne qui va voir le banquier en disant juste, je veux acheter ce fonds de commerce-là, le prix, c'est ça. OK, très bien. Bon, ils vont quand même faire le dossier, ils vont monter, il va passer en commission. Mais concrètement, il aura moins de chances d'aboutir. D'accord. Ça en fait des épisodes pour le jeune créateur. Hein. Bon, on va dire qu'une fois qu'on a passé tous les petits parcours du combattant, il va falloir quand même, une fois que l'activité elle commence, consolider un peu tout ça, non, Sébastien? Oui. Et, effectivement, c'est très important. Là, on parle du début de vie de la société. Donc là, on l'a créé. Ensuite, il faut se lancer, notamment la première année. Et en fait, on n'est pas entrepreneur. Bien souvent, c'est des premières expériences pour les dirigeants. Et effectivement, on s'improvise pas entrepreneur. On le devient en faisant des erreurs avec l'expérience. Donc, c'est très très important. Et j'en parle d'autant plus que je le vois au quotidien. C'est très important de suivre son activité, notamment cette première année. Trop souvent, le client ne suit pas ses performances tout au long de l'année et l'expert comptable lui présente au mois de mars de l'année N+1 le bilan qui vient de s'écouler avec des hauts et des bas et il peut arriver que le client soit allé droit dans le mur. Donc non, ça marche pas comme ça. En fait, il faut mettre en place d'entrée de jeu, utiliser justement le prévisionnel comme base d'objectifs de l'année. On découpe ces objectifs en mois ou en trimestre. Et dès qu'on a ces objectifs, on met des indicateurs de performance tout au long de l'année. Et s'il vous plaît, messieurs les dirigeants, allez voir votre expert comptable tous les mois, tous les trimestres pour savoir où vous en êtes par rapport à vos objectifs. Et à chaque fois, ça permet également de prendre des actions, de mettre en place des mesures correctives si on va droit dans le mur, ou au contraire d'accélérer si les choses vont bien. Et à chaque fois que nous, par exemple, on voit nos clients, on leur propose un calcul d'atterrissage de fin d'année. Le client, on l'accompagne tout au long de l'année grâce à ses revues mensuelles ou trimestrielles pour savoir justement où il va et ça lui permet de prendre des décisions avec des données en temps réel. Voilà. Il faut arrêter maintenant de présenter des bilans et de pas suivre ses activités, de présenter les bilans à l'année N+1, ça marche plus. Et ça met en risque le dirigeant. Donc voilà, je suis un peu virulent avec ça, mais on le voit trop souvent et malheureusement. C'est souvent trop tard quand
Exactement. Et oui, on n'est pas dans la projection avec un bilan, on est dans une conclusion en fait. Exactement. Donc un suivi de tableau de bord ou d'indicateur de performance permet amplement d'accompagner cette activité et les belles performances de l'entreprise. D'accord. Merci. Stéphanie, on revient un peu sur la communication, mais quand tout ça est lancé, Oui. C'est important quand même. Enfin, le numérique, c'est essentiel aussi dans notre vie à tous aujourd'hui. Là aussi, il y a une vraie politique à amener. Parce qu'il n'y a pas que des flyers. Non, il n'y a pas. Alors, il n'y a pas que des flyers, mais le flyer n'est pas mort non plus. On est un peu dans la même ligne, c'est-à-dire que bon, une fois qu'on a effectivement bien identifié voilà ses objectifs, ses messages, etc. On va identifier les leviers qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs de communication qu'on s'est fixés. Donc là, souvent, vous pouvez aussi réfléchir et avoir une espèce de grande porte ouverte de ce que vous aimeriez faire, mais après, il y a des choix à faire. Forcément, vous ne pourrez pas tout faire parce que, bien entendu, il y aura des budgets à mettre en face de tout ça. Et parfois, plutôt que de saupoudrer les actions, il vaut mieux en choisir et mettre des priorités. Et bien entendu, et on reviendra un peu sur les détails des leviers possibles, mais bien entendu, on est exactement dans la même idée. Il faut poser des indicateurs et les mesurer. Ce qui est super dans le digital, c'est qu'on a la possibilité de mesurer toutes nos actions. Si j'ai acheté de l'espace chez Google, par exemple, et que j'achète des mots-clés, que j'ai mis 500 €, si au final, j'ai eu une commande ou plusieurs commandes sur un panier global de 2500 €, clairement, j'ai un retour sur investissement. Donc, ça veut dire que c'est une action que je peux continuer et faire évoluer. Maintenant, il y a beaucoup de possibilités de communiquer. Le digital est bien, mais effectivement, la communication traditionnelle existe encore. Ça va toujours dépendre de la cible et de qui vous souhaitez atteindre forcément. Donc oui, il y a encore les flyers, il y a encore les plaquettes, la présence sur les salons, mais aussi des choses, des partenariats avec des commerces locaux, par exemple, si vous avez effectivement un commerce de proximité. Donc voilà, tout ça, il y a la possibilité de faire. Et sur la partie digitale, les sites internet, bien entendu, qui doivent être le reflet, qui est comme si c'était votre boutique physique. Vous pouvez aussi, bien entendu, optimiser votre site pour qu'il remonte dans le référencement naturel, par exemple, de Google. En gros, qu'il ait bien compris que vous étiez expert dans tel ou tel domaine. Vous pouvez travailler vos réseaux sociaux. Là aussi, attention, toute cette partie-là demande énormément de temps. Ne soyez pas sur les réseaux parce que votre confrère est sur les réseaux et il y a une vraie envie de vous occuper de cela ou de le sous-traiter auprès de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ça demande du temps, ça demande effectivement de réfléchir toujours pourquoi est-ce que je veux communiquer. Et bien entendu, les réseaux sociaux, posez-vous toujours la question à qui je m'adresse. Si vous adressez à des plus jeunes, n'allez peut-être pas sur Facebook, mais orientez-vous sur TikTok, par exemple. Et si vous vous adressez à une population déjà mature, oui, voilà, il y a des réseaux forcément, des codes aussi qui sont totalement différents. Si vous êtes dans le professionnel, vous avez forcément LinkedIn. Enfin voilà, tout ça se travaille. Optimisez votre page Google My Business. Souvent, on ne se sert pas assez de cet outil-là qui est gratuit et pourtant ça peut permettre aussi de remonter beaucoup plus facilement. Voilà, donc tout ça est important, mais mesurez-les, mettez les budgets suivants et vraiment dites-vous, est-ce que j'ai investi? Parce que la communication, c'est de l'investissement aussi pour promouvoir votre entreprise. Voilà. Ok. Bon, moi, ce que j'entends et ce que je comprends, c'est que le créateur d'entreprise, aujourd'hui, il faut pas qu'il soit seul et il faut qu'il constitue son équipe de conseillers. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à toi. L'émission arrive à son terme. Je pense que vraiment on a senti le besoin de se faire accompagner. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission Place aux experts sur Carbao TV et à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.